Impasse des Oursins, rue des Scaphandriers, de la Rascasse ou du Rouget. Si ça vous fait pas rêver, on peut aussi parler de peinture, bon, un peu d'architecture aussi quand même. Bref, et si on allait à l'Estac? Oh putain, ça sent déjà l'apéro. Donc là aujourd'hui la balade, elle est un peu déjà toute faite, en tout cas c'est la ville de Marseille qui l'a faite et je vous la propose en vidéo aujourd'hui. Ça s'appelle le Chemin des Peintres. Ça va être une série de 8 panneaux disséminés comme ça dans le quartier de l'Estac que je vais vous présenter. Allons-y gaiement, je vous propose de vous rendre tout de suite au premier panneau. Il est situé au bout de la jetée du port de l'Estac. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va profiter d'abord de la superbe vue qu'on a ici sur le golfe de Marseille. On va pas s'en priver. Alors justement, si cette vue, vous la trouvez jolie, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas les premiers. En fait, l'Estac a attiré toute une vague de peintres à partir du milieu du 19e siècle. C'était un peu les pros de la lumière, c'était les impressionnistes et les post-impressionnistes surtout. Et c'est exactement ce que présente ce premier panneau qui s'appelle « Terre d'inspiration ». Alors sans vous en dévoiler trop dès maintenant, en fait, l'Estac, ça va être une source d'inspiration pour de nombreux peintres, parce que la lumière y est superbe, parce que la vue sur la baie de Marseille y est superbe, parce que le village en lui-même est typique et très coloré. Et ça va beaucoup plaire à toute une série de peintres. On va découvrir ça. Alors, allons-y, mais n'allez pas trop vite. Le prochain panneau, il est tout de suite sur votre droite avant de quitter le ponton. Avant de parler des peintres qui sont venus à l'Estac, faut déjà vous parler de l'Estac, évidemment. Et c'est ce que présente justement ce deuxième panneau. En fait, l'Estac, ça n'a échappé à personne, c'est un port de pêcheurs, tout le monde sait ça, du moins j'espère. Je vais être un peu rapide sur l'histoire de l'Estac, ça nécessitera une deuxième vidéo que je vous promets de faire. Là, pour éviter que tout ça dure 4h30, je fais vite. Alors pour ceux qui se posent la question, le mot Estac, ça vient du provençal estaco, ça veut dire attaché. En fait, les pêcheurs marseillais, car oui, ici on distingue Marseille de l'Estac, bien que ça appartienne à Marseille, bref. Les pêcheurs marseillais venaient attacher ici leurs bateaux les jours de tempête, parce qu'ici la baie de l'Estac est plutôt protégée du Mistral. Alors on va pas se mentir, des pêcheurs à l'Estac, il n'y en a plus des masses aujourd'hui, hein. Ça c'était surtout jusqu'au XVIIIe siècle. Et pour ça, deux raisons. La première, c'est que la pêche va s'industrialiser de plus en plus. Et d'autre part, de nombreuses usines vont s'installer à l'Estac, ce qui fait que la population de pêcheurs va être noyée, pardon pour le jeu de mots, au milieu d'une nouvelle population d'immigrés qui sera ouvrière. Bon, puis résultat des courses aujourd'hui, il y a encore une poignée de survivors, mais grosso modo, le port de l'Estac maintenant, c'est juste un port de plaisance. Quittez maintenant le port et prenez à gauche sur la plage de l'Estac. On va commencer à parler du bâtiment qui est face à vous. Alors, ce qu'on appelle plage de l'Estac, c'est le nom de la rue, hein. Cherchez pas de plage à l'Estac, il y en a pas, enfin, il y en a plus. Si vous voulez aller à la plage depuis l'Estac, va falloir tirer jusqu'à Corbière, bon, ça fait une petite trotte quand même, et puis c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ce bâtiment, là, face à nous, il a été construit en 1893 par Laurent Cyril Mistral, d'où son nom, Hôtel Mistral. C'était un restaurateur, Laurent Cyril Mistral. Il avait déjà un établissement qui a disparu maintenant, qui était de l'autre côté de la route, en face de ce bâtiment qui reste, l'hôtel Mistral. Et c'était un établissement qui avait les pieds dans l'eau, qui était assez réputé. Alors si l'hôtel Mistral il est resté célèbre, c'est parce qu'en fait, à l'époque, malheureusement ça a disparu, il y avait une passerelle en bois qui reliait le fameux restaurant d'origine à la partie hôtel, qui était complètement atypique. Et cette passerelle en bois, elle attirait même les photographes et les premières cartes postales de l'Estac présentaient ce bâtiment. Le restaurant va d'ailleurs très bien marcher, à tel point qu'on va finir par installer des cabines pour que ces dames et ces messieurs puissent changer pour aller se baigner. C'était ça la fameuse plage de l'Estac. Bon, l'histoire du bâtiment, elle n'est pas super passionnante. L'établissement va finir par fermer pendant la guerre en 1943. Le bâtiment va être acheté en 1946 par une société qui s'appelle la société Kuhlmann, dont j'aurai l'occasion de vous reparler à la fin de la balade. Et ça va finir par être transformé en logement. Et aujourd'hui, ce sont des logements, une copropriété, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi.
Alors même si l'hôtel a été transformé en logement, la façade est quand même restée assez élégante. On a une belle architecture balnéaire avec une façade à 6 travées, des frontons triangulaires qui marquent les 2 avant-corps latéraux. La porte d'entrée, elle est rejetée sur la droite. On a un balcon filant au premier étage qui se retourne sur le pignon ouest et des bandeaux en céramique au premier étage. Donc cet hôtel, s'il a été autant photographié par les photographes, c'est parce que c'était un peu un symbole de la villégiature qui commençait à se développer à l'Estac. Alors je sais que c'est un peu difficile à imaginer, mais faut imaginer là un espèce de parking à calèche qui passait sous cette fameuse passerelle, une clientèle plutôt bourgeoise qui venait de Marseille, de la ville, etc., etc. Certes, les choses ont bien changé depuis. Alors tant qu'on est dans les curiosités architecturales, faites quelques mètres de plus le long de la route sur votre gauche. Alors, savez-vous ce qu'est une folie en architecture? Ouais. Alors non, on parle pas de psychiatrie là. Une folie, en fait, c'est une maison, une villa qui a été commandée à un architecte par un propriétaire, disons, extravagant. En fait, c'est un peu un genre à part, c'est-à-dire que ce sont des maisons qui s'inscrivent pas vraiment dans le style de l'époque, qui sont pas vraiment à la mode. Et ça va être des maisons de villégiature, ça va être un peu le début de ce qu'on appellera plus tard la maison de vacances, quoi. Si vous avez déjà entendu parler des folies à Montpellier, bah c'est exactement ça. Alors vous voyez le style de cette maison, là, on appelle ça le style néo-mauresque. Contrairement à ce qu'on pense, c'était très en vogue à Marseille et sur le littoral pendant le 19e siècle. Alors le commanditaire de cette maison s'appelait Pierre Leclerc. C'était un commerçant tailleur qui venait de Bourges et il était passionné d'Orient, tout simplement. Alors on ne connaît pas bien l'origine du pourquoi, du comment, mais dans la tradition orale des propriétaires encore actuels de la villa, on dit que l'architecture a été inspirée du pavillon de la Turquie qui a été construite au cours de l'exposition universelle de Paris 1900. Alors la villa elle est composée de 2 ailes qui a priori ont été construites successivement. À l'ouest, il y a une tour belvédère de 2 étages en retrait. La limite entre les 2 ailes elle est matérialisée par une échauguette. C'est une petite construction destinée à abriter dans un château fort le veilleur. C'est-à-dire ça, quoi. On va donc évidemment retrouver là tout le vocabulaire ornemental orientaliste. La tour minaret, des arcs outrepassés, des colonnettes, des carreaux et des bandeaux de céramique. Et on retrouve le même type de décor pour le traitement du portail dans le mur de soubassement du jardin. Alors on raconte que les propriétaires actuels ont ouvert à la visite la villa à l'occasion des Journées du patrimoine en 1991. Mais devant le succès et la déferlante de visiteurs, ils ont un peu pris peur et ils n'ont jamais réitéré l'expérience. Revenez sur vos pas et prenez le petit chemin à gauche de l'ancien hôtel Mistral, puis la traverse du Lion, et arrêtez-vous sous le Lion tant qu'à faire. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu pas mal d'industries qui se sont installées à l'Estac. Là, typiquement, parlons-en, on est dans un espèce de lotissement, enfin c'est pas une espèce d'ailleurs, c'est un lotissement, qui s'appelle le lotissement des Tuiles. Et si vous êtes attentif, regardez les murs qui séparent les maisons les unes des autres et qui séparent la traverse des jardins. Ils ont été réalisés en tuiles. Et oui, on fait avec les moyens du bord et comme c'est pas cher... Alors qu'on soit bien d'accord, on appelle ce lotissement le lotissement des Tuiles, c'est pas parce que les murs ont été faits en tuiles. D'ailleurs, ce genre de mur, on en retrouve pas mal à l'Estac, mais on verra ça plus tard. Non, c'est parce que les ouvriers qui ont habité dans ces maisons-là bossaient dans les tuileries. Alors puisqu'on en parle, ce lotissement, c'est ce qu'on appelle un lotissement de comblement. C'est-à-dire que quand il a été créé, l'Estac était déjà un peu aménagé en haut, un peu aménagé en bas, mais il y avait cette espèce de terrain vague là, difficile d'accès, très en pente, et donc on a réussi à insérer ce lotissement comme ça avec 2 bandes de maisons entre deux. Alors là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le style du 3 fenêtres marseillais dont j'ai déjà parlé, qui sévissait dans le centre-ville quelques années avant. Non, là, on est dans du logement ouvrier, c'est de l'architecture très modeste, il n'y a pas d'ornementation, c'est de l'enduit au ciment. Prenez maintenant la rue Druillet, et enfin les petits escaliers qui vous mènent à la place de l'église de l'Estac. Alors, avant de reprendre tout mon baratin sur les peintres à l'Estac, puisqu'on est là, un petit mot sur l'église quand même.
Elle a été réalisée en 1851 par l'architecte Sixte Ray. C'est le même architecte que le château Régis, je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors l'église, c'est une construction modeste, hein, c'est une petite paroisse de quartier, tout ça. Par contre, elle a une caractéristique, c'est cette façade en briques. Hey, briques, tuiles, on reste dans le thème. Hein. Alors je vous ai dit qu'on arrivait à la place de l'église, je vous ai un peu menti. En fait, cette place s'appelle officiellement la place François Malter. Et qui c'est François Malter? C'est le propriétaire d'une maison sur la place. Mais pas n'importe laquelle. C'est une maison modeste certes, mais qui a hébergé un certain Paul Cézanne. Bon, la maison est peut-être modeste, mais enfin, voilà la vue qu'elle a sur la baie de Marseille. Hein. Justement, la vue qu'on a depuis ce spot, parlons-en puisque c'est le sujet de ce troisième panneau. Bon déjà, je vous laisse profiter de la vue, hein, on voit jusqu'à la Bonne Mère. Et je vous demande de bien vouloir me croire, la Bonne Mère, elle est vraiment là. Ça se voit malheureusement pas sur les images parce que quand j'ai tourné, c'était un tout petit peu brumeux, quoi. C'est donc le moment de vous parler de Paul Cézanne. Bonjour monsieur. Paul Cézanne, c'est le premier peintre qui va arriver à l'Estaque. Et c'est lui qui va donner envie à tous ses petits confrères de venir voir par eux-mêmes ce que Cézanne adore peindre. Alors Paul Cézanne, il est venu plusieurs fois à l'Estaque dans cette maison, entre 1870 et 1888. Il s'est amusé énormément à peindre ce qu'il voyait d'ici. Et il y a notamment un grand jeu auquel on peut s'amuser, c'est de comparer les tableaux de Cézanne avec la vue actuelle. Vous allez voir que ça n'a pas tellement changé. On va reprendre la traverse Mistral qu'on avait déjà empruntée tout à l'heure en partant de derrière l'église pour arriver tout en haut au chemin de la Nerte. Sur le chemin, sur la rue Jumelle, profitez-en pour observer la configuration un peu atypique déjà de la rue et prenez votre temps pour admirer les belles maisons modestes mais plutôt charmantes du quartier. Et nous voilà arrivés au chemin de la Nerte. Nous sommes au 4e panneau de ce parcours. Le chemin de la Nerte, c'est un petit peu avec la plage de l'Estaque en bas, l'épine dorsale de l'Estaque et le chemin sert un peu de délimitation au vieux quartier. Donc vous voyez, là on a quitté des quartiers ouvriers, on arrive sur le chemin de la Nerte où on aura plutôt des maisons de contremaître, une architecture un peu plus cossue. La première des 3 bastides dont je voudrais vous parler maintenant s'appelle donc la bastide Isnardon. Elle a été construite autour des années 1900. C'est une maison composée de plusieurs volumes, et notamment une tour étroite avec des fenêtres lancéolées, c'est-à-dire en forme de fer de lance. Petit détail amusant, vous pouvez voir par vous-même les petits ornements de façade réalisés eux aussi en terre cuite. En face de la bastide Isnardon, vous pouvez voir le portail historique de la Souvenance. Elle aussi, elle a été construite autour de 1900 pour Joseph-René François Guémard, un portefaix domicilié dans le centre-ville. Portefaix, c'est un métier ancien, ça consistait simplement à porter des fardeaux, c'est-à-dire des trucs lourds, quoi. Là aussi, on a accolé à la maison une tour carrée. La toiture est en ardoise, c'est assez rare à Marseille et surtout pour une villa individuelle. Quant aux fenêtres, elles sont surlignées par des entablements avec des décors en céramique. Céramique qu'on retrouve aussi en frise. Et pour finir avec l'architecture du coin, je vous propose de regarder encore la maison de l'autre côté ce coup-ci du chemin de la Nerte, qu'on appelle poétiquement l'Agréable. Ce coup-ci, c'est carrément une maison d'architecte, construite par et pour François Talon en 1860. Alors l'architecte en question, François Talon, on va pas se mentir, c'était pas vraiment une star et je suis presque sûr que tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Mais si vous voulez briller en société, vous pourrez raconter que François Talon, pour son second mariage, s'était entouré de 2 témoins, Pascal Coste, architecte du Palais de la Bourse, et Henri-Jacques Espérandieu, architecte de Notre-Dame de la Garde. Pour l'anecdote, le terrain appartenait à Émile Martin, propriétaire du château Falais, pas loin d'ici. Château Falais dont on va reparler dans 30 secondes. Prenez maintenant à gauche et continuez sur le boulevard Raymond Fillat. Donc je viens de vous mentionner le château Falais, je vous en reparle là maintenant puisqu'on est vraiment juste à côté. Il y a là sur votre gauche une impasse qui descend sur une propriété privée. Et en fait le mur d'enceinte là, c'est justement le mur du château Falais.
Je vous propose pas d'aller le voir maintenant parce qu'en fait ce mur masque la vue, on voit pas grand chose de là, ça vaut pas le coup. Mais on en reparlera un peu plus tard, on aura un meilleur spot plus loin sur la balade. Alors je vous propose quand même de descendre l'impasse et d'aller jusque sur le parking de cette résidence privée. Bon, c'est pas bien mais hein, c'est entre nous. Ça vous permettra d'admirer la vue à nouveau sur le port de l'Estaque, la baie de Marseille. Retenez cette vue, on en reparlera plus tard. Tournez à gauche et descendez le boulevard de la Falaise jusqu'au jardin de la Falaise. Ce petit jardin dit de la Falaise n'a absolument aucun intérêt. Mais bon, ça fait partie du parcours du chemin des peintres. Donc on arrive là au 5e panneau de la balade. En fait, le refuge de l'Estaque, c'est le nom du panneau, ça mentionne l'idée que il n'y a pas que des peintres qui sont venus à l'Estaque, mais aussi d'autres artistes, des musiciens, des auteurs, etc. Et c'est l'occasion de vous mentionner un de ces artistes, un vieux copain de Paul Cézanne, ils s'étaient rencontrés au lycée à Aix-en-Provence, tout ça, le petit Émile. Émile Zola. Émile fucking Zola. Ah si, vous savez, j'abuse. Bon, Émile Zola, j'en reparlerai encore un peu plus tard, mais voilà, il faut bien comprendre que l'Estaque, ça n'a pas fait que plaire à des artistes peintres, mais aussi à des artistes auteurs et qui se sont inspirés du cadre de l'Estaque pour narrer leurs aventures. Finissons-en avec le boulevard de la Falaise et arrêtez-vous à l'intersection avec la montée Castejon. Donc avant de vous parler du 6e panneau de cette balade, je vous laisse admirer la vue et notamment ce viaduc qu'on appelle le viaduc de l'Estaque ou des Rios. Donc en fait ce viaduc c'est un chemin de fer dessus, c'est la ligne de train qui part de Marseille pour arriver à Martigues et qui dessert aujourd'hui toute la Côte Bleue. Alors petite parenthèse, si vous avez l'occasion de faire cette ligne de chemin de fer, c'est absolument merveilleux, le voyage est fantastique parce que la voie elle alterne viaduc qui surplombe des calanques avec des tunnels et tout ça est entrecoupé avec Marseille en fond, c'est merveilleux quoi. Bref, j'en reviens à ce viaduc en particulier, qui n'a rien de plus exceptionnel que tous les petits copains du reste de la côte, certes, mais c'est celui qui est dans l'Estaque, donc à portée des peintres. Les peintres vont s'amuser à s'acharner à représenter ce viaduc et toutes les petites maisons qui sont tout autour. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre maintenant. C'est en fait justement cette opposition entre le viaduc et ses arches, avec les maisons et leurs toits imbriqués les uns dans les autres, qui va beaucoup fasciner les peintres. Et c'est justement cette opposition géométrique qui va les intéresser très particulièrement. Donc là, si je prends l'exemple de ce tableau de Georges Braque de 1908, on voit bien que là, l'idée, c'est plus vraiment d'être fidèle aux couleurs, bon, un peu de contraste, mais voilà. Non, là, ce qui est intéressant, c'est le viaduc qui domine, les petites maisons cubiques en dessous. Cubique, je vous en parle tout de suite après. Descendez maintenant la montée Castejon. Oui, je sais. Alors vous voyez ce bâtiment là dans le paysage, très gros par rapport à tous ces petits copains, c'est un vestige de l'usine Kuhlmann. Quand on a parlé de l'hôtel Mistral au début de la balade, je vous ai dit que le bâtiment avait été racheté par une société, la Kuhlmann. En fait, c'était un des plus grands groupes industriels du XXe siècle. Alors Kuhlmann, on sent bien à la sonorité que c'est pas franchement marseillais. Hein. Frédéric Kuhlmann, le fondateur du groupe, il a aussi fondé le Crédit du Nord. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'origine de où c'est dont on parle. Hein. Je vous fais pas l'historique de la société Kuhlmann, je pense que tout le monde s'en branle. Je vous précise juste qu'en 1966, elle a fusionné avec le groupe Ugine et en 1971 avec le groupe Péchinet. Voilà. Donc je reviens au chemin des peintres, nous sommes face au 7e panneau. Donc on a beaucoup parlé de paysages là, on a parlé de la mer, on a parlé des toits des petites maisons, etc. Mais évidemment, puisque les peintres s'intéressent beaucoup à la géométrie, le fait d'avoir d'énormes sites industriels dans le coin, ça va aussi beaucoup les fasciner. Alors j'en profite pour vous présenter un deuxième tableau de Georges Braque que j'aime vraiment beaucoup. C'est les usines Rio Tinto qui ont été donc peintes ici. Là on voit bien qu'on s'affranchit complètement de tout réalisme maintenant. Hein. Et qu'est-ce que c'est Rio Tinto?
Bah, c'est simplement le nom de l'usine avant que Kuhlmann vienne occuper le terrain. Alors Georges Braque, il va s'installer un petit peu plus tard que ses petits copains à l'Estac, on va être aux alentours de 1906. Évidemment, la peinture a continué à évoluer depuis que Cézanne a commencé à peindre ici. Là, on voit bien qu'on est complètement affranchi du réalisme, le problème de couleur, c'est plus vraiment la question. Là, on va utiliser des tons sépia assez uniformes, un peu de contraste quand même, mais bon, pas plus que ça, quoi. Non, là, c'est flagrant. Ce qui intéresse vraiment, c'est la géométrie. Et du coup, l'usine, on va la représenter par des petits cubes. Alors, cette expression de petit cube, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un critique d'art de l'époque, Louis Vauxhall. C'est comme ça qu'il a qualifié justement un des tableaux de Braque, Maison à l'Estac. Et c'est ainsi qu'est né le cubisme. Alors je rentre pas dans la polémique de où est né le terme cubiste, c'est lui le premier qui a dit que par rapport aux Demoiselles d'Avignon et je ne sais quoi. Non, ça je m'en fous. Par contre ce qui est sûr, c'est que quand on voit les tableaux de Braque, le terme de cubiste, il prend tout son sens. Je vous laisse vous battre sur les origines du cubisme. En attendant, reprenez à gauche sur la plage de l'Estac et allez sur le parking à gauche. Alors jusque-là, je vous ai parlé des grands maîtres de la peinture qui ont séjourné un temps à l'Estac. Faut bien imaginer qu'il y avait aussi d'autres peintres qui étaient là, du coup, des gens, on va dire, de moindre notoriété. Et faut imaginer l'Estac avec des peintres et leurs chevalets un peu disséminés comme ça de partout. Il y a un petit côté très pittoresque. Et c'est ça qui va forger la réputation de l'Estac. Et c'est ça qu'évoque ce dernier panneau de la balade. Donc ça y est, là c'est l'occasion de vous parler réellement du château Falais. Alors pour bien le voir, il faut s'éloigner du panneau en question, il faut plutôt se mettre de l'autre côté de la route, côté espace Mistral. Et il faut lever les yeux, regarder toutes les balustres qui enserrent des terrasses dans la Pinède. C'est ça le château Falais. Alors le château Falais, il faut s'imaginer une propriété gigantesque. On a retrouvé un descriptif qui date de 1823, qui nous raconte que le terrain à l'époque fait 14 hectares. Il y a une bergerie, une thèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué ce que c'était pendant la vidéo du parc Borély. C'est une promenade voûtée avec des végétaux, tout ça. On a une oliveraie, des vignes, etc., etc. Bon bah tout ça, ça va pas durer. Quelques années plus tard, en 1832, le terrain aura été morcelé et le château n'occupera plus qu'un terrain de 3 hectares seulement. Bon, pour prendre l'apéro, 3 hectares, c'est suffisant, hein. Bref, en 1845, le propriétaire de l'époque, un notaire, Monsieur Brun, décide de transformer la Bastide en auberge. C'est là que la gloire de la bâtisse va réellement démarrer, en fait. Quelques années plus tard, on va appeler ça l'hôtel de la Falaise, d'où le nom du boulevard de la Falaise. Admettez que la vie est décidément bien faite. Et cet hôtel va accueillir des peintres, évidemment. Braque, Dufy, Marquet. Bah justement, Albert Marquet, par exemple, il a beaucoup peint depuis les terrasses de l'hôtel, et notamment ce tableau, la coin de terrasse à l'Estac. Bah, vous imaginez bien ce qu'on voit depuis les terrasses quand on est aujourd'hui en contrebas. Le décor n'a pas changé, hein. Alors en 1924, l'hôtel aura fermé ses portes et on va transformer ça en maison de repos. Et on dit que, en guise de distraction pour les pensionnaires, l'établissement va continuer à faire appel à des peintres qui vont installer leurs chevalets toujours sur les terrasses du domaine. Bon, je vous passe la description architecturale de la Bastide d'origine du XVIIe siècle, qui a été intégralement détruite. Ça n'aurait donc aucun intérêt. Non, là je vais vous parler de la Bastide actuelle. En fait, il faut s'imaginer, c'est un grand carré de 22 mètres de côté, quand même. Rez-de-chaussée plus premier étage. Dedans, il y avait un bel escalier dans un ovale avec une coupole qui éclairait tout ça et tout. Ça devait être assez charmant. Au début du XXe siècle, on va construire une surélévation sur la moitié sud, grosso modo, de ce gros carré. Ce qui fait que la façade qu'on voit maintenant depuis la mer, elle a 2 étages au lieu d'un à l'origine. On suppose que c'est à cette époque-là aussi qu'on va construire ce grand balcon filant du premier étage avec les balustrades. Balustrades qu'on va ensuite retrouver dans tout le jardin. Le jardin, justement, il est aménagé en restanque. Vous vous souvenez du terme, hein, ces terrasses là pour épouser la pente. Et donc ces balustrades vont s'éparpiller dans tout le paysage qu'offre le château Falais quand on est sur la mer. Et c'est exactement ça
la représentation du château Falais et c'est pour ça qu'il est resté connu à l'Estac. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure d'Émile fucking Zola. Il s'est servi du château Falais comme d'un modèle pour la bastide des Rostans, qu'il a appelée la Blancarde, dans son roman Naïs Micoulin. Alors pour ceux qui espèrent passer des vacances à l'Estac, je suis désolé, la maison de repos a fermé ses portes dans les années 80 vraisemblablement. Et aujourd'hui, le château Falais, c'est ni plus ni moins qu'une copropriété avec des logements dedans. Mais le bâtiment est quand même protégé dans le cadre du PLU de la ville de Marseille. Allez, un petit clin d'œil maintenant pour terminer cette balade. Si vous regardez bien, vous verrez une vieille grille avec la végétation qui prend le dessus et une très vieille enseigne à poser sur le pilier qui parle justement du château Falais en tant que maison de repos. Alors cette entrée-là, c'est pas l'entrée d'origine du château. En fait, elle a été aménagée à l'époque où le château était un hôtel. Et vous voyez, là, on a encore des escaliers en briques. Définitivement, la brique, la tuile, les stacks, tout ça forme un tout. Tu m'étonnes qu'ils ont transformé ça en maison de repos. T'as vu les escaliers qu'il fallait monter? Bon bah voilà, puisqu'on parle de repos, c'est l'heure de l'apéro. J'espère que la balade vous a plu. Je dois vous préciser un truc quand même. J'ai pas pu rentrer dans le château Falais, donc les photos que je vous ai montrées ne sont pas de moi. Je les ai trouvées sur le site de l'inventaire général du patrimoine culturel de PACA. Je suis plus sûr du nom exact du site, mais je vous mets le lien dans la description, évidemment. Je retournerai à l'Estac pour vous faire une deuxième vidéo, je vous le promets, où je vous parlerai plutôt du côté, du passé de l'Estac, le côté industriel, les pêcheurs, etc., etc. Je vous parlerai notamment de la gare de l'Estac, qui est un vrai petit bijou classé monument historique. Mais en attendant, prenez l'apéro, profitez du soleil. Salut!